Moi, je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Saclay. Et j'ai un niveau 3 d'addictologie à l'hôpital d'Étampes, c'est-à-dire un hôpital temps plein qui comprend 15 lits, un hôpital de jour, un XAPA et une ELSA. Et je travaille aussi dans le laboratoire de recherche de psychomade à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et alors, je vais vous parler de tabac et les troubles psychiatriques. Alors, je ne sais pas comment on procède. Est-ce que moi, on a 1 heure à 2 heures, hein, c'est ça? Oui, vous êtes maître de votre temps là-dessus. D'accord. S'il y a des gens qui posent des questions, on peut le faire au fur et à mesure. De toute façon, je vais prendre le temps. Vous êtes tous des professionnels, hein, a priori, en très grande majorité. Voilà. Il y a aussi le chat que là je vois. C'est toujours possible de taper un message. Voilà. De quoi je vais parler? La comorbidité tabagisme et troubles psychiatriques, parce que c'est une comorbidité extrêmement fréquente. À la fois que les troubles psychiatriques sont plus fréquents chez les patients qui fument du tabac, notamment quotidiennement, par rapport aux non-fumeurs, et que le tabagisme est 2 à 3 fois plus fréquent chez les sujets qui présentent des troubles psychiatriques par rapport à la population générale. Et les grosses études épidémiologiques qui ont été faites en Amérique du Nord sur les addictions et les troubles psychiatriques a montré que, certes, le tabagisme diminue en population générale un peu partout dans le monde, pas tellement en France, mais dans les pays anglo-saxons, notamment en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, le tabagisme baisse beaucoup en population générale pour atteindre à peu près entre 15 et 20% de la population qui fume tous les jours, alors qu'en France, c'est toujours entre 25 et 30% ces dernières années. Et il y a beaucoup de prévention qui est faite dans les pays anglo-saxons. Et dans ces pays-là, on a très clairement remarqué que ceux qui continuent à fumer sont ceux qui sont les plus dépendants de la nicotine et ceux qui souffrent de pathologies psychiatriques. Donc, il y a des sous-groupes. Parce que ceux qui devraient arrêter, les sujets qui arrêtent, les fumeurs qui arrêtent de fumer, généralement, c'est plus facile quand on n'a pas de troubles psychiatriques. Par contre, les gens qui ont des troubles psychiatriques ont plus de mal. Et parmi les 15-20% de sujets qui restent à fumer dans les pays anglo-saxons, c'est des gens qui souvent ont des pathologies psychiatriques, et des pathologies psychiatriques qui ne sont pas nécessairement des plus graves. Ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des troubles dépressifs qui sont relativement fréquents en population générale. Alors, il y a trois types de relations entre tabagisme et troubles psychiatriques. Donc, ces relations ne s'excluent pas nécessairement. Donc, il y a quelques troubles psychiatriques qui peuvent favoriser le tabagisme. C'est le cas des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles psychotiques et des troubles bipolaires. Et puis, le tabagisme, ça peut favoriser certaines pathologies psychiatriques, essentiellement les troubles dépressifs au long cours et certains troubles anxieux. Et puis enfin, les relations peuvent être bidirectionnelles, c'est-à-dire que tabagisme, troubles dépressifs et troubles anxieux se renforcent mutuellement. Donc, le tabagisme peut favoriser les troubles dépressifs, mais les troubles dépressifs peuvent favoriser le tabagisme. Donc, ça fait un cercle vicieux qui va s'accentuer. Alors, comme je disais, dans les études épidémiologiques, on voit très nettement que les patients qui présentent des troubles psychiatriques ont plus de difficultés à arrêter de fumer que les fumeurs sans pathologie psychiatrique. Et probablement que ces difficultés-là sont une des principales raisons de la prévalence élevée du tabagisme dans cette population. Donc on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les symptômes de sevrage sont plus importants chez les patients psychiatriques que chez les patients non psychiatriques. Et probablement que c'est une grande raison, c'est une des principales raisons pour lesquelles ils ont du mal à arrêter. Alors, autre chose qui est particulièrement important, c'est que c'est la cause de morbidité et de mortalité chez les patients, notamment cardiovasculaire, puisqu'on sait que chez les fumeurs, tout confondu en population générale, l'espérance de vie chez les fumeurs, en général, c'est réduit de 10 ans par rapport aux non-fumeurs. Ça, c'est la fameuse étude de Hill, de Doll et Hill, en Grande-Bretagne, et les premiers résultats en 1954 et actualisés
en 2004 qui a montré qu'un fumeur sur deux va décéder précocement de son tabagisme et que l'espérance de vie est réduite de 10 ans. Eh bien, chez les sujets qui ont des troubles psychiatriques, cette espérance elle est réduite jusqu'à 25 ans dans cette population. 25 ans, c'est essentiellement chez les patients qui souffrent de troubles psychotiques et notamment de schizophrénie. Vous voyez, 25 ans, donc c'est énorme, c'est 3/4 ou 2/3 d'une vie, quoi. C'est réellement énorme. Donc voilà, donc, depuis les années 50, là ici, ça c'est une étude anglaise. Dans les années 50 et jusqu'aux années 2000, le tabagisme chez les hommes et chez les femmes a tendance à diminuer drastiquement, puisqu'on voit dans les années 50, 80%, plus de 80% des hommes et entre 40 et 50% des femmes fumaient, hein, jusque dans les années 60-70. Eh bien, donc, ça a baissé jusqu'à 36-28 dans les années 2000 et même beaucoup moins maintenant, puisqu'en Angleterre, ils sont plutôt autour de 20%. Et que donc, ces 20% qui restent, c'est les patients qui ont des troubles psychiatriques. Alors, il y a une étude qui a été faite il y a une vingtaine d'années qui a repris ça aux États-Unis. Et donc, par rapport à la fréquence des fumeurs dans les différentes pathologies psychiatriques. Donc, les fumeurs, chez les gens qui n'ont pas de troubles mentaux, c'est à peu près 22%. C'était 22% dans les années, fin des années 90. Maintenant, c'est encore descendu. Mais vous voyez que dans les troubles anxieux, comme la phobie sociale, l'agoraphobie, les troubles paniques, c'est autour de 35%, voire 40%, presque pour l'agoraphobie, donc c'est beaucoup plus. Et dans autres troubles, comme les troubles psychotiques, c'est 50%. Les troubles liés les troubles de l'usage d'alcool, c'est 40%. Le stress post-traumatique, c'est 45%. L'anxiété chronique généralisée, c'est 46%. Et le plus fort, c'est les troubles bipolaires, presque plus des 2/3. Plus de 2/3 des sujets dans cette étude qui avaient un trouble bipolaire étaient fumeurs au moment de l'enquête. Donc, c'est vraiment très important. Et en France, donc, c'est aux États-Unis, où ils fument moins. En France, ces chiffres sont a priori encore beaucoup plus élevés. Voilà, et donc ça a été montré dans d'autres études. Hein, donc, la fréquence donc, des troubles psychiatriques chez les fumeurs, eh bien là, on a quand même 16% de troubles dépressifs, 4-5% d'épisodes maniaques, donc de troubles bipolaires, 22% de troubles anxieux, de tous les troubles anxieux, 30% de troubles de la personnalité. Donc, ça fait beaucoup. Donc, à la fois, la fréquence du tabagisme est très élevée chez les patients qui ont des troubles mentaux, et d'autre part, la fréquence des troubles mentaux chez les tabagiques est relativement élevée. Donc, ça, c'est pour situer le problème. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer globalement, parce que je ne peux pas tellement faire autrement, à vrai dire, je vais passer en revue donc tous les grands troubles. Je ne vais pas être exhaustif non plus. Je vais passer en revue les grands troubles psychiatriques, et notamment par rapport à leur fréquence ou par rapport à leur intensité ou leur gravité. Donc, je vais commencer par les troubles dépressifs, parce que les troubles dépressifs, c'est fréquent, hein, c'est fréquent en population générale. À peu près entre 15 et 20% de la population générale, en France comme ailleurs, souffre ou a souffert d'un trouble dépressif au cours de sa vie. Donc, c'est énorme. C'est plus chez les femmes que chez les hommes. Par contre, les hommes ils auront plus d'addiction, notamment des problèmes d'alcool ou de cannabis. Alors, en ce qui concerne donc les dépressions et tabagisme, donc certaines études épidémiologiques ont montré que 70% des hommes et 80% des femmes, vous voyez, c'est encore plus dans cette étude-là que dans celle que j'ai montrée antérieurement, 70% des hommes et 80% des hommes ayant des femmes ayant des antécédents de dépression étaient ou avaient été fumeurs, donc c'est très, très étroit. Et les troubles dépressifs chez les sujets tabagiques, eh bien ça c'est dans une méta-analyse, hein, donc c'est un niveau de preuve élevé. D'études cas témoins, c'est-à-dire qu'on va comparer des fumeurs sans dépression et des fumeurs avec dépression. Eh bien, on s'aperçoit que les fumeurs ont, par rapport aux non-fumeurs, 1,5 fois à 2 fois plus de risque d'être déprimés que les non-fumeurs ou les ex-fumeurs. Ce qui indique quand même que probablement
le tabac au long cours peut être plutôt dépressogène. Et une méta-analyse de 7 études longitudinales. Donc, l'étude longitudinale, ça veut dire c'est des études de suivi pendant plusieurs années, de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de sujets qu'on va étudier pendant longtemps, ce qui va généralement indiquer des sens de causalité. Et ce qui a été retrouvé donc, dans cette méta-analyse de 7 études longitudinales, c'est que le risque de dépression était plus élevé au cours du suivi chez les fumeurs que chez les non-fumeurs et ex-fumeurs. Autrement dit, eh bien, ça confirme ce que je viens de vous dire. Autrement dit, le tabagisme au long cours a tendance à déprimer les gens. Voilà. Alors, comment en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? La difficulté, c'est de faire la différence entre dépression primaire et symptomatologie dépressive qui est liée au manque, au sevrage de tabac. Et ça, c'est important de le faire systématiquement, notamment dans un but dans une approche motivationnelle, dans un but motivationnel. Donc, si on reprend les symptômes de sevrage au tabac, vous avez l'envie irrésistible de fumer, le craving, qui dure en moyenne jusqu'à 2 semaines maxi, une augmentation de l'appétit qui peut aller jusqu'à 10 semaines, des troubles de la concentration jusqu'à 2 semaines, une humeur dépressive qui durerait jusqu'à 4 semaines, et donc il va concerner 60% des sujets qui arrêtent le tabac, une certaine dose d'agitation, donc d'énervement, on va dire, qui peut durer jusqu'à 4 semaines, d'irritabilité, d'agressivité jusqu'à 4 semaines, des troubles du sommeil qui peuvent durer jusqu'à 1 semaine, et une distractibilité, donc des troubles cognitifs qui peuvent durer jusqu'à 48 heures. Donc, voilà. Et donc, l'humeur dépressive, donc elle va durer quelques semaines, mais après, elle va s'atténuer. Donc ça, c'est important parce que les sujets, donc un certain nombre de sujets disent « je fume parce que je suis déprimé » ou « je fume parce que je suis anxieux ». Ça, on verra ça dans les troubles anxieux. Mais le sevrage peut induire une humeur dépressive. Donc, que le fumeur va diminuer en maintenant son niveau de nicotine plutôt élevé. Donc, autrement dit, dans beaucoup de cas, l'humeur dépressive est plutôt liée au manque de nicotine, au manque de tabac, plutôt qu'à une dépression primaire. Et généralement, ce qui est lié à la dépression induite par la nicotine ou le tabac va avoir tendance à diminuer et à disparaître au bout de 4 semaines. Ce qui fait qu'au bout de 4 semaines, les sujets vont être moins déprimés. Et ce qui fait que le message qui va être important à signaler, c'est qu'au bout de 4 semaines, les sujets vont être moins déprimés. Voilà. Et donc, ça suit globalement les taux de nicotine sanguin. Donc voilà. Ça, c'est ce que. Mais les fumeurs, quand ils sont en manque, eux, ils ne voient pas ça. Nous, on voit ça de l'extérieur. Mais les fumeurs, eux, voient surtout le fait qu'ils soient déprimés, mais pas seulement. Ils sont aussi anxieux. Ils ont du mal à dormir. Ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Ça, c'est hyper important. On y reviendra plusieurs fois. Et puis, quand ils fument, ils se sentent beaucoup mieux, ce qui induit un renforcement négatif, c'est-à-dire ils fument pour être moins mal. Voilà. Et ça, c'est un des cercles vicieux de l'addiction. Voilà. Alors, en plus, ceux qui sont déjà déprimés à la base, donc généralement une dépendance nicotinique plus sévère que les fumeurs non déprimés, et notamment parce qu'ils ont tendance à inhaler plus. Et ça, c'est vrai pour tous les troubles psychiatriques. Dans tous les troubles psychiatriques, les sujets ont tendance à inhaler beaucoup plus et donc avoir des taux de nicotine beaucoup plus importants et donc avoir des manifestations de sevrage plus sévères. Alors, ce qui se passe avec les déprimés aussi, c'est que ceux qui ont des troubles psychiatriques primaires et qui fument et qui arrêtent de fumer, ils vont peut-être rechuter plus fréquemment après sevrage que les sujets qui n'ont pas de dépression, les sujets non dépressifs. Voilà. Alors comment tout ça peut se faire? Donc, dans un certain nombre de cas, il se peut qu'un certain nombre de sujets déprimés s'automédiquent par le tabac. Et chez l'animal, quelques études ont montré que l'administration aiguë ou chronique de nicotine aura des effets antidépresseurs, mais surtout aigus.
sachant que beaucoup de ces études ont été financées par l'industrie du tabac dans les années 60 et 70. Bon. Donc, c'est un petit peu embêtant. Il se pourrait que, d'un point de vue neurobiologique, la nicotine agisse sur les récepteurs sérotoninergiques et que donc l'activité d'une enzyme cérébrale qui dégrade donc, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine soit inhibée par le tabac. Il se pourrait que donc la quantité d'enzymes MAOA et MAOB donc, soit abaissée, ce qui fait qu'il y a moins de dégradation de sérotonine notamment, mais aussi de dopamine, et ce qui fait que les gens seraient peut-être moins déprimés. Donc, ça expliquerait l'effet antidépresseur. Mais ça, c'est vrai à court terme. On n'a pas réellement d'effet à long terme. Et c'est des études, encore une fois, qui ont été financées à l'époque par l'industrie du tabac. Donc, c'est sujet à caution. Voilà. Et puis, deuxièmement, le tabagisme peut favoriser les troubles dépressifs. Ça, au long cours, ça, on sait que ça favorise les troubles dépressifs et qu'il pourrait y avoir des facteurs communs au tabagisme et à la dépression qui expliquent que les déprimés fument plus et plus de mal à arrêter de fumer. Voilà ce qui concerne la dépression. Alors, dans un deuxième temps, pour l'instant, je vais parler essentiellement des troubles, et puis après, dans un deuxième temps, je parlerai de la thérapeutique et ce qu'on va proposer aux patients. En ce qui concerne les troubles anxieux. Alors, les troubles anxieux, on est dans une problématique assez voisine que pour les troubles dépressifs, puisque la fréquence de la consommation de tabac chez les patients souffrant de troubles anxieux, eh bien, elle est de 36 à 46%, ça c'est l'étude que j'ai montrée tout à l'heure, contre 22% chez les sujets sans troubles mentaux. Et donc, une revue systématique de 14 études prospectives et 31 études cas témoins, donc avec un niveau de preuve élevé, montre que les phobies sociales, les états de stress post-traumatique peuvent favoriser l'initiation à la consommation de tabac et la dépendance nicotinique. Alors, les phobies sociales, ça s'explique relativement facilement, puisque dans les phobies sociales se caractérisent, l'anxiété sociale, c'est la même chose, l'anxiété sociale se caractérise par la peur, un état d'angoisse, donc psychique et physique. Donc, un état d'angoisse psychique, c'est-à-dire la peur d'être jugé, notamment par autrui, donc avec des manifestations d'angoisse physique, donc avec des sensations d'oppression thoracique, par exemple, de boules dans la gorge, de boules à l'estomac, voilà, et, la bouche sèche, les jambes qui flageolent, tout ça, ce sont des manifestations d'hyperactivité noradrénergique qui sont des manifestations de peur. Voilà, quand on est sous le regard de l'autre, quand on parle devant autrui, mais même simplement quand on a peur d'être jugé. C'est ça la définition de la phobie sociale ou de l'anxiété sociale. Et donc les gens ont peur des autres, ont peur d'aller vers les autres. Et ils ont remarqué, souvent, c'est à l'adolescence. Donc, ces troubles anxieux, généralement, commencent à la préadolescence, hein, dans l'enfance même, dans la préadolescence et à l'adolescence. Et donc, relativement tôt, puisque l'âge de début moyen du tabagisme, en France comme ailleurs, c'est 14 ans, en moyenne. Dire qu'il y a le début du tabagisme, c'est à l'adolescence, c'est juste après le début des troubles anxieux. Le début des troubles anxieux, généralement, c'est à la fin de l'enfance et à la préadolescence. Et donc, les sujets rencontrent le tabac et à ce moment-là, eh bien, se sentent désinhibés avec la cigarette, parce que le tabac a des aspects désinhibiteurs. Donc, les sujets ont plus d'assurance vis-à-vis d'autrui, et donc se sentent moins mal à l'aise sous le regard des autres, notamment dans les espaces festifs, par exemple. Et donc, c'est comme ça que va se faire l'initiation au tabagisme, et puis au tabagisme qui va devenir régulier, puisque chaque fois que le sujet, au début, le sujet remarque que qu'avec le tabac, c'est plus facile d'aller avec les autres, et du coup, il prend l'habitude progressivement de fumer des cigarettes lorsqu'il est en compagnie d'autrui, ce qui est quand même la grande majorité d'entre nous. Et donc, donc va s'installer le tabagisme, donc, qui va être favorisé par les phobies sociales,
qui ont commencé généralement juste avant. Et progressivement, donc, le sujet donc, va automatiquer sa phobie sociale par le tabagisme. Alors, les états de stress post-traumatique, ce sont des états de stress, ce sont des manifestations d'angoisse très, très importantes qui surviennent après un stress unique ou des stress répétés, qu'on appelle éventuellement complexes parce qu'ils sont répétés, parce qu'ils sont graves, des menaces sur l'intégrité, c'est-à-dire des violences physiques, des abus sexuels, mais aussi des violences psychologiques. Qu'est-ce qu'une violence psychologique? C'est par exemple, pour un enfant, entendre tout le temps « t'es bon à rien, tu ne feras jamais rien de ta vie, t'es nul ». Il y a des jeunes qui entendent ça toute leur enfance, et ça s'appelle une violence psychologique. Voilà. Et donc, c'est un certain nombre de sujets qui subissent donc des violences, des maltraitances dans l'enfance ou dans la préadolescence ou à l'adolescence. Donc, ça peut donner tout un tas de manifestations psychopathologiques, dont des troubles réactionnels, des troubles de l'adaptation, des troubles dépressifs, aussi des états de stress post-traumatique ces états de stress post-traumatique vont être caractérisés donc, par la reviviscence des traumatismes antérieurs. C'est-à-dire que les traumatismes antérieurs vont revenir dans la vie actuelle des sujets alors qu'ils sont terminés, sous forme généralement sensorielle, c'est-à-dire pas sous forme narrative. Sous forme narrative, c'est « je me souviens, j'ai été battu ou j'ai été harcelé par telle ou telle personne qui faisait ci et ça ». Généralement, c'est sous forme sensorielle, c'est-à-dire le sujet revit, comme au cinéma, les scènes de violence ou d'abus sexuels, par exemple, avec, voilà, mon agresseur avait un pull rouge, il avait telle odeur, et à ce moment-là, il y avait un chien qui aboyait. Et donc, tout ça revient en même temps, toutes ces manifestations sensorielles. Et à chaque fois qu'il y a des manifestations sensorielles qui rappellent les traumatismes antérieurs, par exemple, à chaque fois qu'il y a un chien qui aboie, et bien à ce moment-là, il y a une reviviscence des manifestations de stress, et souvent qui peuvent revenir même spontanément, et notamment tout à fait particulièrement à l'endormissement. Et donc, ça va empêcher donc, un certain nombre de sujets à dormir. Eh bien, un certain nombre d'entre eux donc, vont mettre ces états de stress à distance avec la consommation de tabac, mais pas seulement, aussi d'alcool, aussi de cannabis, hein, donc, qui vont mettre ces manifestations plus à distance. Donc, ça va anesthésier un peu la douleur psychologique, la douleur psychique qui était ressentie au moment du trauma, qui va être ressentie lors des reviviscences des stress post-traumatiques. La consommation de substances, qui est souvent pluriaddictive, eh bien, va servir à mettre ces manifestations de stress post-traumatique à distance, sans les supprimer totalement, malheureusement. Et en tout cas, au début, les sujets vont les mettre à distance, mais au fur et à mesure que la dépendance va s'installer, eh bien, ça va marcher de moins en moins bien. Ce qui fait qu'au début, les sujets avec le tabac et d'autres substances peuvent mettre à distance les manifestations de stress post-traumatique, mais ça n'a qu'un temps. Avec la dépendance, avec l'augmentation des doses pour avoir le même effet, la dépendance tabagique, eh bien, ces manifestations vont s'atténuer et le sujet ne va pas pouvoir atténuer ses angoisses avec le tabac, même au contraire, ça va plutôt les atténuer. Et il aura en plus le problème de l'addiction au tabac. Donc voilà, et ça c'est important à comprendre pour voir comment se passe l'intrication très étroite qui commence dès l'adolescence entre troubles anxieux qui commencent tous à cet âge-là, à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, et qui vont tous être suivis. Donc, tous les sujets qui souffrent de troubles anxieux vont trouver avec le tabac donc une forme de désinhibition, une forme d'apaisement, mais malheureusement à court terme, à très court terme, qui ne marche qu'à court terme et qui très vite, au fur et à mesure de la dépendance, donc finalement, à long terme, ça ne marchera plus, ça n'atténuera plus les manifestations de stress, bien au contraire, ça va rajouter le stress du manque. Et quand on les voit, nous, addictologues notamment, ou tabacologues, quand on les voit,
psychiatres ou infirmières, quand on les voit en consultation, eh bien, ces sujets disent qu'ils fument à cause du stress. Donc, pour nous, d'un point de vue motivationnel, c'est toujours très, 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 très important parce que, comme beaucoup de ces patients tabagiques qui mettent en avant que le tabac baisse leur stress ou leur anxiété, en fait, c'est très important pour nous d'explorer ça. Parce que nous, on sait qu'en réalité, ces sujets, ils améliorent l'irritabilité et l'anxiété symptomatique du sevrage en fumant. Et donc, il y a une boucle rétroactive d'aggravation de l'anxiété qui se développe avec la croyance de l'impossibilité de se passer de tabac. Mais voilà, et il faut les distinguer ça des troubles anxieux primaires, c'est-à-dire de l'anxiété sociale, les états de stress post-traumatique, l'anxiété chronique généralisée, les troubles paniques, souvent qui ont initié, qui ont été à l'origine du début de la consommation de tabac, mais qui a marché au début, mais qui ne marche plus au bout de quelques mois et de quelques années. Et donc, c'est intéressant et important de discuter avec les patients, d'essayer de voir qu'est-ce qui est lié au manque et qu'est-ce qui est lié à l'anxiété primaire. L'anxiété du manque, c'est surtout de l'irritabilité à distance de la dernière cigarette. Donc, les sujets, quand on est en manque de cigarette, on a envie de fumer et on se sent tendu, on se sent nerveux, tendu. Et ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « Ah, j'ai envie de fumer, je fumerais bien une cigarette ». Et à ce moment-là, c'est ça, le craving se manifeste comme ça. Je fumerais bien une cigarette qui va donc être à l'origine du geste de consommation, de prendre une cigarette, de l'allumer et de la fumer. À ce moment-là, le sujet absorbe la nicotine, cette nicotine qui va donc être inhalée dans les poumons et aller activer les récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau en 7 secondes. Et donc, à ce moment-là, il y a une activation des centres de récompense. Et là, le sujet, je me sens mieux. Je me sens mieux parce qu'il y a le renforcement positif de c'est le plaisir de fumer, parce que mes centres de récompense sont activés. Et puis, deuxièmement, c'est je me sens plus, je n'ai plus de manque. Parce que la tension, l'irritabilité que je ressentais s'atténue. Et là, donc, là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé et que donc j'ai mon niveau de nicotine qui est remonté dans le temps. Au maximum, ça c'est intéressant d'en discuter avec les patients, le maximum c'est au réveil. Alors, au réveil, les sujets généralement n'ont pas fumé pendant la nuit, parce qu'on ne peut pas fumer quand on dort. Et à ce moment-là, le matin, c'est là où les symptômes de manque sont les plus évidents, les plus importants. Et donc, c'est là où il y a un maximum d'irritabilité. Et donc, là, les gens se sentent vraiment, vraiment très tendus. Donc, ça peut être intéressant en pratique de discuter de ça avec les patients. Et ça, ces manifestations de manque sont à distinguer donc, de l'anxiété primaire qui a pu exister qui a commencé quand ils étaient ados et qu'ils ont toujours d'ailleurs, à distinguer de l'anxiété qui est liée au regard des autres, qui va être atténuée par la nicotine, mais simplement transitoirement. Donc, la phobie sociale, le diagnostic de phobie sociale, d'anxiété sociale, pareil, eh bien, ça va se faire sur la peur quand on est sous le regard des autres. Quand on doit parler à un supérieur hiérarchique, quand on doit parler en public, quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de gens, dans les grands magasins, dans les transports en commun, c'est là où cette anxiété est la plus forte. Donc, c'est ça qu'il va falloir discuter avec les patients. Donc, ça peut ressortir, par exemple, dans les grilles motivationnelles. Quand le patient met sur une feuille les avantages et les inconvénients de la consommation, il y a beaucoup de fumeurs qui ont l'anxiété sociale qui vont dire, dans les avantages de la consommation, ils vont dire ça me permet d'être bien avec les autres. Bon, c'est une façon de les dépister puis de discuter avec eux. Alors, donc voilà. Alors, l'anxiété chronique généralisée, c'est une anxiété qui se manifeste aussi par une anxiété psychique. J'ai peur,
j'ai peur un peu de tout. Je me fais du souci pour un peu tout. Je ne vais pas arriver à faire mon travail cette semaine. Mes enfants vont avoir un accident. Je ne vais pas réussir mes examens. Et puis d'avoir des ruminations. Ce qui va caractériser l'anxiété chronique généralisée, c'est des ruminations, généralement avec un maximum avant de s'endormir. Ça peut empêcher les gens de s'endormir. Donc les gens ont des petits vélos dans la tête. Donc les gens décrivent donc des ruminations. Je ne peux pas m'empêcher d'être anxieux à propos de tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai peur. Voilà, il y a ma fille, il est 17h. Ma fille aurait dû rentrer de l'école. Elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je m'inquiète. Il est arrivé un accident, elle s'est fait enlever, etc. Tout de suite, je m'inquiète. Puis après, je réfléchis un petit peu, puis je me dis, ah bah oui, mais elle avait rendez-vous avec sa copine pour aller à la piscine. Donc, c'est normal. J'étais anxieux, puis finalement, je me rends compte qu'en réfléchissant un petit peu, qu'il n'y avait pas de raison. Et à ce moment-là, oups, ça va beaucoup mieux. Eh bien, les sujets anxieux chroniques généralisés, ça représente entre 5 et 15% de la population, quand même, c'est quand même pas mal. Eh bien, ces sujets-là, c'est très fréquent. Eh bien, ces sujets-là vont être anxieux sur un petit peu tout. Ils se font du souci pour des choses relativement banales. Voilà. Et donc, le tabac leur permet aussi donc, d'essayer de mettre cette anxiété à distance. Voilà. Et l'anxiété chronique généralisée, ça commence aussi également dans l'enfance et la préadolescence et à l'adolescence. Les gens vont s'automediquer à l'adolescence. Le problème, c'est que là aussi, comme toujours, c'est transitoire. Les effets anxiolytiques sont très transitoires et à long terme, ce qui était anxiolytique au tout départ se transforme en quelque chose d'anxiogène. Et donc, avec notamment les sensations de manque. Donc, ça va être important d'un point de vue motivationnel, d'un point de vue prise en charge psychothérapie, donc d'évaluer tout ça et de voir si les sujets n'ont pas ce type de troubles anxieux. Alors, il y a aussi d'autres troubles anxieux. Hein. Il y a les troubles paniques. Les troubles paniques, c'est des accès d'angoisse suraigus. Donc, les gens ont l'impression de mourir ou de devenir fous, comme ça, brutalement. Et ça se répète plusieurs fois par mois. Et donc, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui tentent d'atténuer ces manifestations par le tabac. Mais ça ne marche pas vraiment. Bon, il y a les troubles obsessionnels compulsifs. Les troubles obsessionnels compulsifs, donc, c'est caractérisé par des obsessions et des compulsions. L'obsession, par exemple, c'est vérifier si les portes sont bien fermées, vérifier tout un tas de choses, l'obsession de la contamination. Donc, il y a des microbes partout. Et donc, on va passer du temps à des rituels de vérification, si la porte est bien fermée, la fenêtre est bien fermée, ou des rituels de lavage de main, des choses comme ça. Sachant que c'est pathologique au-delà de 1 heure par jour. Dans la trouble obsessionnelle compulsive. En dessous, ce n'est pas pathologique. Il y a plein de gens qui ont des idées obsessionnelles compulsives sans que ce soit pathologique. Ça devient pathologique quand ça prend au moins 1 heure de temps par jour. Et puis, donc, les états de stress post-traumatique, donc là, on va repérer. Donc, généralement, les questions sont beaucoup plus délicates parce que généralement, on en parle même dans les médias, on sait que les sujets qui ont subi des maltraitances dans l'enfance, des abus sexuels, des violences physiques, du harcèlement, des négligences émotionnelles, des violences psychologiques, ce n'est pas facile d'en parler, c'est même très difficile. Et que généralement, il faut plusieurs années, des dizaines d'années pour pouvoir en parler à quelqu'un. Et donc, les gens n'en parlent pas facilement, même si on leur demande, si vous demandez aux gens, est-ce que dans votre vie, vous avez eu des expériences douloureuses, des expériences psychologiques très, très douloureuses, des violences, des traumatismes, au point que ça a un impact encore maintenant dans votre vie. Par exemple, ça vous empêche de dormir. Si les gens répondent oui, on peut explorer un peu plus avant, mais ce n'est pas parce que les gens disent non qu'il n'y a pas eu de trouble. Il y a beaucoup de gens qui disent non, et puis que quand on les suit suffisamment longtemps, vont vous dire 3 semaines après, 1 mois après, 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, ils vont vous dire une fois, vous m'avez demandé que si j'avais eu des traumatismes psychologiques quand j'étais petit, ou quand j'étais adolescent ou antérieur, je vous ai dit que non, mais en fait oui. Il m'est arrivé ci, ça, ça et ça. Alors maintenant, depuis
maintenant, depuis on en parle beaucoup dans les médias avec MeToo, Balance ton port et tout ça, on en a beaucoup plus parlé, et ce qui fait que ça a beaucoup libéré la parole, en particulier chez les femmes, et que ça a beaucoup libéré la parole, ce qui fait que maintenant, les sujets, les patientes en parlent beaucoup plus facilement. Et donc voilà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, c'est avec le patient, d'aller au-delà de je fume parce que je suis stressé, mais plutôt d'explorer ça, c'est toujours très très riche, pour distinguer ce qui est lié au manque de nicotine, à des troubles psychiatriques anxieux, des troubles anxieux ou des troubles dépressifs, parce que souvent il y a les deux, et que on verra, et que les troubles dépressifs et les troubles anxieux ont des traitements spécifiques. Et que si on traite l'un sans traiter l'autre, eh bien, les rechutes de tabac vont être plus fréquentes. Et que donc, ça veut dire que ça va plaider, on va le voir tout à l'heure, pour une prise en charge intégrée, à la fois donc, des troubles de l'addiction au tabac et des troubles psychiatriques en même temps. Alors, voilà, alors ça, j'en ai parlé. Et ça aussi. Alors, comment on peut expliquer ça pour les troubles anxieux? Il y a l'automédication, j'en ai parlé. Il y aurait des interactions au niveau des neurotransmetteurs cérébraux du système nerveux autonome. C'est possible. Les effets stimulants pourraient favoriser des troubles paniques. Bon, tout ça, on suspecte, mais on n'a pas prouvé. En revanche, ce qu'on sait, on a des arguments, c'est les sujets qui fument beaucoup et qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive. Là, clairement, il y a une hypersensibilité à l'hypoxie liée au tabac qui va favoriser l'anxiété. L'anxiété est un des signes de BPCO, et la BPCO donc, favorise clairement l'anxiété. Et puis, il y a tous ces phénomènes inflammatoires, de stress oxydatif, d'anomalies du système immunitaire, de la neurogénèse. Alors là, ce sont beaucoup de travaux qui sont préliminaires, mais qui sont, à mon avis, très prometteurs dans l'explication de savoir pourquoi les fumeurs vont développer plus facilement des troubles anxieux et des troubles dépressifs au long cours, en raison de ces phénomènes inflammatoires de stress oxydatif et d'anomalies du système immunitaire donc au long cours. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux troubles anxieux et aux troubles dépressifs? Non. Il y a des gens qui répondent non. Alors, on va peut-être continuer. Alors, j'ai parlé aussi de tabac maintenant et abus de substances. Les autres abus de substances. Donc, le tabagisme, il est très, très fréquent chez les patients suivis en addictologie, 60 à 90%, et notamment les patients alcoolodépendants qui sont plus de 80%, 90% à fumer. Et c'est des gros fumeurs. La moitié fume plus de 25 cigarettes par jour. 25 cigarettes par jour, c'est beaucoup, puisque globalement, en moyenne, dans les enquêtes épidémiologiques en France, notamment de Santé publique France, eh bien, les 25 à 30% de Français qui fument quotidiennement du tabac, en moyenne, ils fument 13 cigarettes par jour. 13. Et donc là, nos patients psychiatriques, ils fument beaucoup plus. Et notamment parce ils fument plus de cigarettes et en plus, ils inhalent plus la fumée. Alors, moins de 10% des patients alcoolodépendants reçoivent un avis médical d'arrêt du tabac, contre plus de 50% chez les fumeurs sans problème d'alcool. Voilà. Parce que souvent, on a peur, on dit on va s'occuper d'un seul problème. Il vient pour l'alcool, on ne va pas l'embêter en plus avec un problème de tabac. C'est important, même s'il ne vient pas spécifiquement pour le tabac, comme ils fument quasiment tous, et comme une des premières causes de mortalité chez les patients alcoolodépendants, c'est le tabac, même avant l'alcool. C'est important de leur en parler, même s'ils vous disent oui, mais moi je viens pour l'alcool, je ne viens pas pour le tabac. Ça va être important de faire une
sensibilisation et de proposer systématiquement une prise en charge, notamment de substitution nicotinique par patch ou gomme. Et au moins, en tout cas, d'évaluer leur dépendance nicotinique, même s'ils ne sont pas au stade de préparation, le prochain médicamenté, même s'ils ne sont pas demandeurs de soins, c'est ça que ça veut dire. Même s'ils ne sont pas au stade de demandeurs de soins, ça va être important de faire une sensibilisation donc, sur le tabac, parce que c'est une des principales causes de mortalité chez eux. Donc, il y a une corrélation donc, entre la sévérité de la dépendance tabagique et le nombre de cigarettes fumées avec la sévérité de l'alcoolodépendance. Donc, l'alcoolodépendance est 10 fois plus fréquente chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Donc, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant d'évaluer la consommation d'alcool chez les tabagiques. Et les effets nocifs de la consommation de tabac et d'alcool sur la santé sont synergiques. Ils ne sont pas simplement additifs, ils sont multiplicateurs. Donc, et notamment au niveau des cancers des voies aérodigestives supérieures, quand on fume beaucoup de tabac et beaucoup d'alcool, ça augmente le risque de façon beaucoup plus importante que si le sujet ne fume que du tabac ou ne boit que ou prend simplement de l'alcool sans fumer. Voilà. Donc, les effets sont synergiques sur le risque de pancréatite, sur le risque de cirrhose. Et le tabac, c'est la première cause de mortalité chez les patients alcoolodépendants. Donc, c'est vraiment important à prendre en ligne de compte, même si ce n'est pas pour ça que les sujets viennent. Et de plus en plus d'auteurs plaident pour l'arrêt simultané. Donc, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais au moins pour une prise en charge simultanée du sevrage de tabac et d'alcool. Même si on n'y arrive pas, au moins une réduction des risques, au moins en tous les cas une prise en charge. Alors, la question du cannabis est également importante puisque le cannabis est consommé habituellement avec du tabac. Et pratiquement, donc, en France, en tous les cas, ce n'est pas vrai en Amérique du Nord, dans les autres pays anglo-saxons. En France, eh bien, 99%, 98% des sujets fumeurs de cannabis fument le cannabis avec du tabac. Voilà. Et il y a environ 70% des patients dépendants aux autres drogues, et 100% des sujets dépendants à l'alcool et aux drogues qui fument régulièrement. Donc, en général, quand on est pluriconsommateur, quand on consomme régulièrement plusieurs types de substances, eh bien, la substance qui est la plus fréquente, c'est le tabac. Ils ont toujours une cigarette à la main. Et la fréquence est très importante aussi chez les patients recevant un traitement agoniste opioïde comme la méthadone. Alors, on a parlé donc des troubles dépressifs, des troubles anxieux. Maintenant, on va augmenter dans l'intensité des troubles psychiatriques. On va parler des troubles bipolaires. Alors, il y a une petite erreur là dans l'intitulé, c'est tabac et troubles bipolaires. Ce n'est pas tabac et schizophrénie, je vais corriger tout de suite d'ailleurs. C'est tabac et troubles bipolaires. Donc, les tabac et troubles bipolaires, donc voilà sur ce schéma l'évolution naturelle qui a été faite par un auteur qui s'appelle Post, qui est un des plus grands connaisseurs des troubles bipolaires dans le monde, et qui a schématisé donc l'évolution naturelle du trouble bipolaire comme ça. Généralement, le trouble bipolaire commence relativement tôt dans la vie, à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Généralement, ça commence par des épisodes dépressifs qui se répètent, et qui se répètent en s'aggravant, sans réellement de motif, qui vont s'aggraver, qui vont se répéter. Et puis, vont apparaître progressivement des épisodes maniaques. Donc ça, c'est là, ici, cette courbe-là, j'espère que vous voyez ma flèche, c'est l'humeur de base. Donc l'humeur de base, normalement, elle oscille chez tout un chacun, donc chez tout le monde. Donc il y a des jours où on se lève de bonne humeur, des jours où on se lève de mauvaise humeur. Et chez un certain nombre de sujets, c'est très accentué de façon, et même à un point où ça devient pathologique. Quand l'humeur est abaissée, on parle de dépression, ici en dessous. Et quand elle est expansive, on parle d'état maniaque. L'état maniaque, ça veut dire, en termes psychiatriques, ça veut dire un état d'excitation qui va se caractériser par des gens qui parlent beaucoup, qui parlent fort, qui ont ce qu'on appelle une tachypsychie, c'est-à-dire qu'ils ont leurs processus de pensée sont très, très accélérés. En fait, c'est exactement l'inverse de la dépression.
C'est-à-dire que dans la dépression, les gens sont plutôt ralentis, cafardeux, tristes. Là, les épisodes maniaques, les sujets se sentent en pleine forme, plein d'énergie, ils veulent changer le monde, enfin, ils vont téléphoner à leurs amis en pleine nuit, ils vont nettoyer toute leur maison, enfin, ça de façon inhabituelle par rapport à leur état habituel. Ils vont acheter plein de trucs, voir des choses qu'ils n'ont pas besoin, en plusieurs exemplaires, au-delà de leurs moyens, enfin, etc. Donc ça, c'est un épisode maniaque qui va survenir. Quand on fait un diagnostic de trouble bipolaire 1, le diagnostic de trouble bipolaire 1, il est fait quand il existe au moins un trouble maniaque qui a justifié une hospitalisation et au moins un trouble dépressif. On parle à ce moment-là de trouble bipolaire de type 1. Quand l'intensité de l'épisode maniaque ne justifie pas d'hospitalisation, simplement les sujets sont hyper en forme, mais pas au point de commettre du trouble dans l'entourage, qui ne nécessite pas d'intervention ni de la police, ni du SAMU, ni des pompiers, eh bien, mais simplement les gens sont hyper excités par moment, même quelques jours, puis après ça se calme. On parle d'hypomanie. Et s'il y a un épisode dépressif, il y a au moins un épisode dépressif, comme dans les antécédents, dans l'histoire des sujets, eh bien, on va parler de troubles bipolaires de type 2. Voilà. Alors, donc, quel que soit le type bipolaire, 1 ou 2, donc l'évolution spontanée va se faire comme ça, c'est-à-dire que globalement, les troubles vont devenir de plus en plus fréquents, si c'est non traité. De plus en plus fréquents, voire à aboutir à ce qu'on appelle des cycles rapides. Des cycles rapides, ça veut dire l'existence d'un épisode dépressif ou d'un épisode maniaque au moins 4 fois dans l'année. Ça définit des cycles rapides. Et puis, quand c'est non traité encore, eh bien, ça va faire ce qu'on appelle des états mixtes, ici, comme ça s'accélère de plus en plus, au point où les sujets vont avoir quasiment en même temps des symptômes maniaques, ici, et des symptômes dépressifs, c'est-à-dire, ça s'appelle des états mixtes, à la fois maniaques et dépressifs, et qui vont se manifester comme ça, cliniquement, par le fait que des gens sont speed. Quand les gens sont en épisode maniaque, ils se sentent speed, trop speed, et en même temps, avec des thématiques dépressives. En même temps, avoir envie de mourir, par exemple, notamment. Voilà. Et quand on a ça, ça s'appelle des états mixtes. Voilà. Alors, ce qui se passe assez fréquemment, c'est que lors des premiers épisodes, qui commencent souvent par la dépression, les sujets vont consulter pour la dépression et ils vont souvent recevoir un traitement antidépresseur. Et ce qui arrive dans ce cas-là, c'est quand les sujets reçoivent un traitement antidépresseur, ils vont faire ce qu'on appelle un virage maniaque, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont dire, voilà, en pratique, ils disent, 2-3 jours après avoir commencé le traitement antidépresseur, ils disent, ça ne va pas du tout, je suis pire qu'avant, je me sens très speed, ça ne va pas du tout. Et quand c'est comme ça, généralement, ça veut dire qu'ils sont en train de commencer un virage de l'humeur. Par exemple, l'exemple que je donne toujours parce que c'était caricatural, c'est un patient qui était assez réservé comme ça et qui me dit qu'il était déprimé. Je le mets sous antidépresseur, qu'il arrête très peu de temps après parce qu'il me dit, ben voilà, bon, c'est quelqu'un qui était assez réservé. Voilà, je ne comprends pas. Moi, je ne parle pas facilement aux gens dans la rue. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à parler à tout le monde dans le métro. Alors, comme ça, spontanément. Alors ça, pour moi, psychiatre, ça veut dire que c'est un virage maniaque, ça c'est clair. Alors que ce n'est pas dans son habitude. Alors, un autre exemple, c'est un patient, c'est toujours dans le métro. Le patient, il commence à grimper sur les toits du métro après avoir pris des antidépresseurs. Ça, c'est tout à fait caractéristique d'un état maniaque débutant. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête tout de suite le traitement antidépresseur et qu'on va mettre un traitement qu'on appelle thymorégulateur. Thymorégulateur, le but, c'est d'atténuer les pics dans les deux sens. C'est-à-dire que l'antidépresseur, le risque, ça aille vers un état maniaque. Le thymorégulateur, il va aplatir la courbe. Comme ça, et faire que les états maniaques sont moins forts et les états dépressifs également. Ce qui fait que le traitement de fond des troubles bipolaires, ce sont des thymorégulateurs, comme le lithium, comme certains antipsychotiques et certains anticonvulsivants, qui sont donc des traitements
des traitements thymorégulateurs. Si vous voulez, on pourra en parler après. Alors, chez les patients bipolaires, ils sont très nombreux à fumer, hein, plus des 2 tiers. Et donc, ils ont plus aussi des difficultés importantes à arrêter le tabac. Mais ça, c'est vrai. En réalité, c'est vrai pour tous les troubles psychiatriques. Ils ont plus de difficultés à arrêter le tabac, et notamment parce qu'ils ont des troubles cognitifs plus importants. Voilà. Et puis, ça leur sert, eux, à se sentir moins déprimés. Mais comme toujours, c'est transitoire. Ça ne marche qu'un temps. C'est transitoire. Après, une fois que la dépendance est installée, c'est très difficile. Ça fait plutôt l'inverse que les faire chercher au départ. Alors, ces difficultés à arrêter le tabac, elles peuvent être liées à un certain nombre de choses. Ça peut être lié à des niveaux d'impulsivité plus élevés, parce que les bipolaires ont des niveaux d'impulsivité très élevés. On sait que ça favorise aussi l'addiction, les addictions en général et l'addiction au tabac en particulier, mais aussi parce que les troubles bipolaires ont aussi des troubles cognitifs. Mais en réalité, comme tous les troubles psychiatriques ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de l'attention, de la concentration, des troubles de la mémoire, notamment des troubles de la mémoire de travail, qui fait que bien souvent, les gens déprimés, par exemple, ou tous les gens en général qui ont des troubles psychiatriques, vont vous dire, ça c'est une constatation très fréquente, hein, ils vont vous dire, moi j'ai du mal à me concentrer, par exemple, pour lire un article dans le journal ou pour lire un livre. Quand j'arrive à la fin de la page, je ne me rappelle plus ce qui était marqué au début. Donc, je suis obligé de revenir au début parce que je ne me rappelle plus. Ça, c'est clairement des troubles de l'attention, de la concentration, des troubles de la mémoire de travail. Et ça, il y en a dans pratiquement tous les troubles psychiatriques, plus ou moins. Il y en a un peu, ça peut être gênant dans leur vie quotidienne, hein, dans les troubles anxieux, un peu plus dans les troubles dépressifs, mais encore plus dans les troubles bipolaires. Et là où il y en a le plus, on verra, ce sera les troubles psychotiques et les troubles schizophréniques. Et ce qui se passe quand ces patients arrêtent le tabac, quand ils fument et qu'ils arrêtent le tabac est caractérisé par des troubles, entre autres, le sevrage au tabac est caractérisé par une irritabilité, par une humeur dépressive, mais aussi par des importants troubles de la concentration. Mais comme les patients psychiatriques ont déjà des troubles de concentration, qui peuvent améliorer transitoirement au début, mais c'est que transitoire, lors des symptômes de sevrage, les patients vont avoir des symptômes cognitifs, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, plus importants que les sujets qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Et alors, comme ils en ont déjà, c'est particulièrement délétère, c'est particulièrement éprouvant pour les sujets. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué. Quand on arrête de fumer, quand on n'a pas de troubles psychiatriques, parce qu'on a du mal à se concentrer, donc ça, c'est très énervant. On a du mal à se concentrer, on a du mal à se rappeler ce qu'on vient de faire. Et ça, c'est beaucoup plus fort encore chez les patients psychiatriques. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Et on verra comment en tenir compte dans la prise en charge. Et notamment parce que, en plus, ils ont des taux de dépendance plus élevés que les patients sans troubles psychiatriques. Donc, on verra ce que ça va avoir comme implication pratique dans la prise en charge. Alors, les troubles psychotiques et notamment la schizophrénie. Ça, c'est une courbe qui commence à être un peu connue dans les milieux psychiatriques. Donc, c'est l'évolution au fil du temps. Donc, l'âge, ici, la naissance, ici, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc., jusqu'à l'âge adulte. Et c'est le développement des symptômes de schizophrénie ici, comme ça. Donc, avec des gradients de symptômes. Donc, en fait, on s'aperçoit que généralement, la schizophrénie, commence très progressivement. Voilà. Donc, au début, donc à l'adolescence, au début de l'âge adulte, eh bien donc cette symptomatologie va s'accroître progressivement avec donc des troubles cognitifs, des troubles de retrait social, de peur des autres. Les troubles cognitifs vont entraîner donc des difficultés scolaires, et donc favoriser le repli sur soi. Voilà, et progressivement, tout ça va s'aggraver. Et à un moment donné, entre 20 et 25 ans, va
va se développer de façon plus ou moins brutale ce qu'on appelle les premiers épisodes psychotiques, qui vont se caractériser par des symptômes bruyants, qui là ne font pas de doute, qui vont faire poser un diagnostic avec généralement donc, des signes positifs. Les signes positifs, c'est des signes productifs, on appelle ça aussi comme ça. C'est essentiellement du délire, des hallucinations, des idées délirantes. Le sujet pense qu'on lui veut du mal, se sent épié dans la rue, par exemple, et puis avec des hallucinations, par exemple, ce qui est le plus fréquent, c'est les hallucinations auditives. Le sujet entend des voix qui le menacent, qui commentent ce qu'il est en train de faire. Il fait ci, il est en train de faire ça. Voilà, alors une ou plusieurs fois, enfin, tout est possible. Voilà, alors quand on est à ce stade-là, il n'y a pas de doute, de premier épisode psychotique. Et puis, ce qui se passe généralement, c'est que les sujets sont généralement pris en charge, voire généralement hospitalisés, ils reçoivent un traitement, donc ça va mieux, donc les symptômes là, s'y redescendent, rebaissent. Et ce qui se passe, c'est plus ou moins longtemps après, les sujets arrêtent leur traitement, puis ils rechutent, etc., puis ils sont réhospitalisés, ils rechutent, etc., puis se finissent par se stabiliser sous l'effet des traitements, avec de temps en temps des rechutes. Généralement, le tabagisme commence très très tôt ici. Il commence bien avant le développement des troubles schizophréniques. Donc, la fréquence du tabagisme chez les patients schizophrènes, c'est entre 44 et 90% des fumeurs. En France, c'est les 2/3. Hein, les 2/3 des patients schizophrènes sont fumeurs actuellement, donc beaucoup plus qu'en population générale. Alors qu'en population générale, ça a baissé, hein, parce que là, 15% aux États-Unis, par exemple, ou en Australie, ou même encore moins en Suède, c'est encore moins, et 27% en France. Le taux de tabagisme est quand même 2-3 fois plus important chez les patients schizophrènes qu'en population générale. Alors que le tabac, c'est le facteur de mortalité prématurée et de morbidité le plus important chez les patients schizophrènes, même avant le suicide. Et que l'espérance de vie, elle est réduite de 10 à 25 ans en raison du tabagisme, et pour les patients schizophrènes, c'est plutôt 25 ans que 10 ans. Donc, c'est plutôt 25 ans, c'est-à-dire donc une espérance de vie qui est qui est très abaissée, avec un risque de mortalité par affection cardiovasculaire qui est 6 fois plus fréquent qu'en population générale, et un risque de mortalité par affection respiratoire, par BPCO notamment, 5 fois plus fréquent. D'autant plus, c'est aggravé, d'autant plus que ils ont d'autres facteurs de risque, hein, sédentarité, prise de poids, etc. Donc, par rapport aux fumeurs non psychotiques, les patients qui souffrent de schizophrénie c'est caractérisé par une dépendance nicotinique plus sévère. Donc, ils ont un score moyen de 6 à 7 à l'échelle de Fagerström. Ils fument plus de cigarettes par jour que les fumeurs non schizophrènes. Ils inhalent plus profondément la fumée. Et ils ont des taux sanguins et urinaires de nicotine beaucoup plus élevés que les fumeurs non schizophrènes, parce qu'ils inhalent plus, ils tirent plus sur leur cigarette. En plus, c'est des cigarettes souvent faites artisanalement, enfin, ce n'est pas des cigarettes industrielles, donc qui sont encore plus toxiques. Et puis également, ce qu'il faut souligner aussi chez ces patients-là, c'est que l'arrêt du tabac est plus difficile. Il est plus difficile, notamment parce que ce que j'ai dit pour les autres pathologies, c'est que les symptômes cognitifs induits par le sevrage sont plus sévères qu'en population générale. Et ces sujets-là ont déjà des troubles cognitifs. Et ils reçoivent des traitements aussi qui peuvent altérer les cognitions, comme par exemple les benzodiazépines. Et en plus, beaucoup fument du cannabis et boivent de l'alcool. Donc, ils ont beaucoup de raisons d'avoir des troubles cognitifs. Ce qui fait que quand ils arrêtent de fumer, ils sont complètement perdus. C'est très difficile à vivre, ces symptômes de sevrage, beaucoup plus difficile à vivre qu'un sujet qui n'a pas de trouble psychiatrique, beaucoup plus difficile à vivre parce qu'ils sont complètement perdus. Ils perdent complètement leur repère. Ils ont l'impression que tout est flou dans leur tête et ils ont l'impression qu'ils vont exploser. En plus des symptômes d'irritabilité
donc lié directement au sevrage. Donc, en fait, ils font des sevrages plus intenses. C'est pas que donc ils sont pas nécessairement plus violents, mais ils le ressentent eux comme beaucoup plus intenses. Voilà. Alors en plus, ces troubles cognitifs les empêchent de voir clairement les effets nocifs du tabac sur la santé. Voilà. Et ils rechutent plus fréquemment après sevrage, avec des taux de rechute très, très importants après 6 mois de sevrage. C'est dire si l'importance de la prise en charge chez ces patients-là va être vraiment cruciale. Voilà. Alors, pourquoi ils fument plus? Alors, une des raisons que j'ai déjà indiquées, c'est parce qu'ils ont du mal à arrêter. Aussi parce qu'au départ, on pensait, enfin, ça reste vrai, que l'hypothèse de l'automédication, ça améliore leur cognition. Quand on fume du tabac, eh bien, quand on fait des tests, on a moins de troubles de l'attention. Ça améliore l'attention, ça améliore la mémoire de travail, ça améliore les fonctions exécutives. Le problème, c'est que ça, c'est transitoire. C'est vraiment à court terme. Et à long terme, en fait, en réalité, ça fait l'inverse. Donc, ce qui est, comme toujours dans les addictions, les effets à long terme sont les effets en miroir des effets à court terme. Donc, au début, les sujets, et notamment, je reviens à la diapo d'avant, à celle-là, ils commencent à fumer ici. Donc, ils commencent à avoir des troubles cognitifs, là. Donc, c'est pas clair dans leur tête. Ils ont du mal à faire leurs études. Même quand ça devient fort, ils ont du mal à faire des courses dans les magasins parce qu'ils mélangent tout. J'ai l'impression que tout est confus dans leur tête. C'est compliqué. Donc, ils vont attribuer ça à d'autres, à la malveillance des autres, par exemple, avec des symptômes positifs. Et puis, ils remarquent quand ils fument, ils arrivent mieux à se concentrer. Mais malheureusement, comme toujours, eh bien, ça n'est vrai qu'à court terme. Et à long terme, ça fait qu'aggraver des choses à long terme. Voilà. Donc, les troubles cognitifs sont améliorés par le tabac ne sont ce n'est vrai qu'à court terme. Alors, il y a aussi peut-être d'autres facteurs génétiques qui sont peut-être liés au tabagisme très important chez les patients schizophrènes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi chez les patients psychotiques qui souffrent de schizophrénie, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec leur traitement, notamment avec certains antipsychotiques. Il y a certains médicaments antipsychotiques qui pourraient favoriser le tabagisme, comme l'allopéridol. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des interactions donc avec certains médicaments, notamment l'Eponex, la clozapine, l'olanzapine, la chlorpromazine et l'allopéridol, parce qu'il y a une compétition entre tabac et ces médicaments-là au niveau du foie et au niveau du cytochrome P450, puisque donc, ces médicaments-là, on voit une accélération de leur métabolisme hépatique par le tabac, par la voie du cytochrome P450, CYP1A2. Les autres antipsychotiques qui ne sont pas dégradés par d'autres cytochromes ne sont pas concernés. Alors, ce qui va se passer, c'est que les sujets qui prennent ce type de traitement et qui fument ont leur taux plasmatique diminué, et parfois de façon importante. Alors, c'est surtout vrai pour la clozapine. La clozapine il y a certaines études qui retrouvent des taux plasmatiques abaissés de 50% quand même quand ils fument. Par rapport au même sujet quand ils ne fument pas. Et donc, c'est particulièrement délétère. Alors voilà, donc j'ai terminé le tour de tous les troubles psychiatriques et je vais aborder maintenant les aspects thérapeutiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'interdiction de fumer dans les services hospitaliers. Donc, moi, je suis un peu ancien, donc j'ai connu les services de psychiatrie où tout le monde fumait, médecins comme patients, tout le monde fumait dans les salles, dans les bureaux, partout. Il y avait des gros nuages de fumée dans les pièces. Et depuis l'interdiction de fumer dans les services hospitaliers, on a eu beaucoup peur. Puis finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Et que l'interdiction de fumer dans les services hospitaliers est maintenant bien acceptée par les patients qui ont des troubles psychiatriques et aussi par
les professionnels de santé. Et contrairement à une idée reçue, les motivations des patients psychiatriques à arrêter le tabac sont aussi fortes que celles des patients sans symptomatologie psychiatrique. Alors, ce qui veut dire que ces idées reçues, c'est important de les travailler, c'est que beaucoup de gens disent « Ah bah de toute façon, c'est les pauvres malades, de toute façon, enfin surtout les plus graves, hein, par exemple notamment les patients schizophrènes, de toute façon, ils ont des maladies sévères, ils sont hospitalisés tout le temps, ils n'ont plus beaucoup de plaisir, donc autant leur laisser ça. » Le problème, c'est qu'ils en meurent, ça, du tabac. Il y a une mortalité prématurée très, très importante. Et puis que même eux, quand on les interroge, ils fument pour les mêmes raisons que tout le monde, c'est-à-dire par plaisir, par ennui, par les mêmes, à peu près les mêmes raisons que les autres, sauf qu'ils ont beaucoup de mal à arrêter que les gens, on va dire, entre guillemets, normaux, et notamment parce qu'ils ont des symptômes de sevrage beaucoup plus sévères. Et donc ça, c'est des choses importantes à tenir compte là, actuellement. Et donc, la prise en charge du tabagisme chez les patients psychiatriques, ça justifie une coordination entre psychiatres, tabacologues, médecins généralistes, psychologues, infirmières, bon, tabacologues et addictologues, hein, parce que les sujets qui restent à fumer, bon, sont beaucoup plus nombreux à présenter des pathologies psychiatriques par rapport aux gens qui n'ont pas de pathologie psychiatrique. Alors, déjà, il y a quasiment 20 ans, il y a eu un guideline qui n'est pas connu, mais il y a des gens qui me disaient qu'il faudrait des guidelines, mais il y en a, hein, des guidelines, mais c'est en anglais. Des guidelines, donc, pour que faire chez les patients psychiatriques qui ont des problèmes de tabac. Donc, c'était l'European Psychiatric Association, donc l'Association européenne de psychiatrie, qui a fait un guideline qui a été paru dans European Psychiatry il y a une petite dizaine d'années, et qui dit, voilà, déjà, en psychiatrie, donc il faudrait proposer de façon systématique dans les services psychiatriques, il faut faire les 4 A. 4 A, c'est quoi? C'est, premièrement, ask, demander aux patients s'ils fument, donc s'informer de l'existence du tabagisme. 2, advise, donc de conseiller l'arrêt du tabac. 3, assist, donc proposer une aide à l'arrêt du tabac, par exemple sous forme de substitution nicotinique, par exemple. 4, arrange, s'assurer d'un suivi tabacologique. Suivi tabacologique, alors tout dépend des endroits où on se trouve. Il y a des endroits où ça va être un renvoi sur l'ELSA, c'est-à-dire l'équipe de liaison et de soins d'addictologie, donc qui sont des addictologues qui vont se déplacer dans les services de psychiatrie pour aider les équipes et les patients donc, à arrêter de fumer, et les équipes à aider les patients à arrêter de fumer. Ou alors, ça peut être aussi les services s'en occupent eux-mêmes, ce qui est mieux. Généralement, il y a certains services de psychiatrie qui ont des infirmiers référents tabacco. Alors, tout est possible en France. Hein. Il y a des variabilités entre les différents services de psychiatrie extrêmement importantes et qui vont de services complètement sans tabac à des services où on autorise le tabac. Donc, les services où sans tabac, il y a souvent, ce qui marche pas mal, c'est des infirmiers tabacologues référents. Alors, les tabacologues référents donc, ont l'habitude de s'occuper, de proposer, par exemple, des substitutions nicotiniques, par exemple, parce que, notamment maintenant, alors ça, il faut que ce soit, normalement, c'est possible, normalement, les infirmiers ont le droit, comme tous les professionnels de santé, maintenant, de prescrire des substituts nicotiniques. Une des difficultés dans les services hospitaliers, c'est que les logiciels réservent les prescriptions aux médecins. Donc, il faut s'arranger avec l'informatique pour que les ordonnances de substituts nicotiniques puissent être faits par les infirmières. Mais enfin, en général, on y arrive. Donc voilà, donc quand il y a des référents tabacologues, infirmiers formés en tabacologie dans les services, généralement, ça aide beaucoup les patients. Alors, ça ne supprime pas forcément, mais l'idée, c'est de la réduction des risques et de proposer systématiquement, on ne peut pas l'imposer, mais de proposer systématiquement des méthodes
d'aide à l'arrêt du tabac. Alors, donc, il y a plusieurs études, notamment sur les substitutions nicotiniques. Il y a plusieurs études qui ont montré que la substitution nicotinique était efficace chez les patients psychiatriques, les patchs, les gommes, mais que généralement, il fallait en mettre beaucoup. Donc, il est possible d'associer 2, voire 3 patchs les plus dosés, c'est-à-dire à 21 ou 25 mg. Donc, on peut mettre plusieurs. Et on peut associer à des gommes ou des pastilles. Et on peut même faire ça en réduction des risques. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a recommandé de proposer, pas l'imposer, de proposer systématiquement les substituts nicotiniques, patchs et ou substituts oraux de nicotine, systématiquement à tous les fumeurs. Alors tout ça, ça vient parce que quand les patchs sont sortis en 1992, on ne connaissait pas les effets adverses à long terme. Et donc, au début, dans les années 90, on avait peur que les patchs donnent, chez les sujets qui fument toujours, aggravent les pathologies cardiovasculaires, mais même aussi aggravent les pathologies psychiatriques. Avec notamment, à l'époque, on avait dit il y a des gens qui sont suicidés alors qu'ils avaient été mis sous patch ou Champix. Ils avaient eu des aggravations suicidaires. Mais en fait, ça n'avait rien à voir. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré, il y a de très nombreuses études qui ont montré, mais il a fallu les faire 20 ans après, que en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas mettre des patchs quand on a des troubles cardiovasculaires, ça n'aggrave jamais les troubles cardiovasculaires. Au contraire, ça a plutôt tendance à les améliorer. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, il n'est absolument pas dangereux de patcher des gens qui continuent à fumer, ce qui est quand même le cas de beaucoup de nos patients psychiatriques. Et puis, donc, même de façon prolongée. Et donc, il y a plusieurs études. Alors maintenant, il y a des grosses études avec plusieurs dizaines de milliers de patients, des méta-analyses, donc avec un niveau de preuve très élevé, et qui montrent que non seulement les patchs, mais aussi, les patchs avec des substitutions nicotiniques, mais aussi la varénicline, avec le Champix, et le bupropion, c'est le Ziban, donc, peuvent être utilisés chez les patients présentant des troubles psychiatriques sans risque de décompensation psychiatrique. Sans risque de décompensation psychiatrique, ça veut dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décompensation de type ni violence, ni suicide, ni aggravation des troubles psychotiques, ni aggravation des troubles dépressifs. Au contraire, c'est plutôt les troubles psychiatriques ont plutôt tendance à s'améliorer. En tout cas, c'est particulièrement net en ce qui concerne l'anxiété et la dépression. Il y a une exception, le bupropion est contre-indiqué dans les troubles bipolaires parce que le bupropion est antidépresseur. Et donc, comme tous les antidépresseurs, on fait toujours très attention dans les troubles bipolaires parce que ça peut favoriser les états maniaques. Donc, c'est contre-indiqué dans les troubles bipolaires. Le bupropion est vendu aux États-Unis comme antidépresseur. Mais sinon, les autres, on peut utiliser dans les troubles psychotiques, par exemple, les patients schizophrènes, on peut utiliser tous les médicaments d'aide au tabac, il n'y a absolument aucun risque. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse cliniquement importante entre médicaments psychotropes et substituts nicotiniques ou varénicline. Voilà. Alors, il y a des interactions avec bupropion qui sont répertoriées sur le site de l'ANSM. Il est aujourd'hui recommandé de proposer les médicaments d'aide à l'arrêt du tabac aux patients qui ne souhaitent pas arrêter complètement de fumer dans une optique RDR. Donc ça, c'est les recos HAS. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et alors là, le problème de la cigarette électronique, la cigarette électronique, pour l'instant, ce n'est pas un médicament, parce qu'un médicament, il faut faire la preuve de son efficacité. Donc ça, la cigarette électronique, elle a fait la preuve de son efficacité, mais ça va mettre en balance avec la tolérance. Et ça, on n'a pas le recul suffisant de la tolérance au long cours. C'est-à-dire, on saura dans 20 ou 30 ans les effets de la cigarette électronique sur la santé. Tant qu'on ne les sait pas, donc ce n'est pas retenu, enfin en tous les cas pour l'instant, comme un médicament. C'est-à-dire que ce n'est pas vendu en pharmacie, c'est vendu dans des boutiques spécialisées. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent la cigarette électronique utilisée dans une optique de sevrage ou de réduction des risques. Et ça, on ne va pas les dissuader, parce
que ça, effectivement, ça marche. Ce qu'il y a, la seule chose, c'est qu'on n'a pas les effets d'absence d'effets secondaires au long cours. Il faudra attendre quand même un certain nombre d'années pour qu'on le sache. Maintenant, on ne va pas décourager les gens à utiliser les cigarettes électroniques s'ils préfèrent, parce que c'est généralement c'est le choix du patient là, qui va prédominer, d'autant plus que la cigarette électronique a des dommages. Enfin, on ne connaît pas les dommages à long cours, mais enfin, on sait globalement qu'a priori, les dommages de la cigarette électronique sont bien moins importants que les dommages induits par la cigarette. La cigarette est beaucoup plus toxique que la cigarette électronique, les e-cigarettes. Donc, même si on n'a pas écarté complètement toute dangerosité, loin de là, la cigarette électronique peut être utilisée, mais elle ne peut pas être prescrite, puisque ce n'est pas une prescription, ce n'est pas un médicament. Donc, on peut le conseiller, et après, les gens vont les acheter dans les magasins spécialisés, mais pas dans les pharmacies. Alors, au niveau de l'aide psychothérapique, eh bien, donc, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui ont montré leur efficacité dans la dépendance tabagique. Voilà, et notamment les entretiens motivationnels qui sont indiqués avant sevrage, et puis après sevrage, les techniques de prévention de la chute, et puis associées en fonction des pathologies psychiatriques, de techniques de coping, c'est-à-dire de faire face, donc de gestion des situations à risque, notamment situations à risque VAT, ni prescrites, ni recommandées par les autorités de santé. Non, pour l'instant, non. Mais peut-être qu'en Angleterre, si, mais bon, pour l'instant, c'est pour l'instant, on ne peut pas les prescrire de toute façon. Voilà, c'est pas compliqué, ça ne se prescrit pas. Les gens vont les acheter, donc c'est même voilà. Les recommandations HS de 2014 sur le sevrage tabagique sont en cours de mise à jour, oui. Bon, ok. Voilà. J'en suis. Alors, la gestion du stress, l'affirmation de soi, donc ça peut être très utile chez les patients anxieux. Par exemple, les gens qui ont de l'anxiété sociale, toutes les techniques d'affirmation de soi, de relaxation, vont pouvoir aider beaucoup ces sujets par rapport à leur anxiété sociale. Et puis, ainsi que l'entraînement aux habiletés sociales. Voilà. Alors, chez les patients dépressifs, l'arrêt du tabac, de préférence envisagé à distance des épisodes thymiques aigus, bon, peut-être, mais de plus en plus, de façon générale, on a tendance à faire ce qu'on appelle des prises en charge intégrées, c'est-à-dire en prendre en charge simultanément les addictions et les troubles psychiatriques en même temps, même si on ne va pas au même rythme. Et c'est ça il y a eu beaucoup d'ambiguïté en disant, mais de toute façon, en psychiatrie, beaucoup de gens, notamment en psychiatrie ou des psychiatres, mais que c'est pareil en chirurgie, pour avoir travaillé dans tous les milieux, je sais que c'est pareil en chirurgie, par exemple, prendre en charge et veut dire sevrage de main. Sevrage de main, non, le tabacologue, on sait bien que le sevrage de main, non. Prendre en charge un sujet, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de fumer demain. Ça veut dire qu'on va le prendre en charge avec, notamment au début, avec des entretiens motivationnels, des patchs, et que le sevrage va se faire, donc généralement pas tout de suite, mais relativement progressivement. Voilà. Mais on ne va pas attendre la fin de l'épisode thymique, de l'épisode dépressif aigu, pour commencer à patcher le sujet. Maintenant, de plus en plus, on va faire cette prise en charge donc intégrée. Donc, de plus en plus, je vais l'actualiser, ça, parce que c'est même plus. C'est en même temps envisagé. C'est l'arrêt du tabac intégré. Ça va vraiment pas mettre comme ça. Maintenant, aujourd'hui, les choses évoluent quand même assez vite. Arrêt du tabac. Tabagisme. Intégré. Bon. Des épisodes thymiques.
Alors, plus ou moins en aigu, voilà. Voilà, c'est un des messages importants, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation ni des troubles dépressifs, ni du risque suicidaire après traitement par varenicline, contrairement à ce qu'on a cru pendant un moment, et notamment parce qu'on a fait plein d'études et que même, il y a une méta-analyse Cochrane de 11 études contrôlées randomisées et qui recommande même d'ajouter une prise en charge psychosociale des troubles dépressifs par l'abstinence, notamment sur l'abstinence au long cours. Donc, ce qui veut dire que l'évaluation de l'humeur devait être systématique après sevrage, hein, donc après sevrage de tabac. Alors, juste après sevrage, risque de dépression après sevrage, dans les semaines de sevrage, dans les jours. Le sevrage. En fait, ça, c'est lié, en fait, c'est une manifestation de sevrage. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2% donc, des patients sans antécédent dépressif, 17% des patients avec un antécédent dépressif unique et 30% chez les patients qui ont plusieurs antécédents de dépression peuvent faire un épisode dépressif donc, au moment du sevrage. Le message le plus important, c'est celui-là que je vais mettre en rouge, c'est à long terme, l'arrêt du tabac favorise l'amélioration de l'humeur. Ça, maintenant, on a plein d'exemples d'études qui vont montrer ça. Alors maintenant, ceux qui sont déprimés, ça va être important de les dépister avec par exemple avec des échelles comme l'Hospital Anxiety and Depression Scale, la HAD. Je vous montre un exemple ici. Vous trouvez ça très facilement sur Internet. Ça, c'est pour dépister les patients déprimés. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les symptômes de sevrage sont généralement plus sévères chez les patients anxieux, mais déprimés, mais tous les patients psychiatriques. Voilà. Mais après un mois, ben, ils sont moins anxieux, et ils sont moins anxieux qu'avant sevrage. Ça c'est un message fort pour les patients anxieux. Et à long terme, après plus de 6 mois de sevrage, les troubles anxieux ont toujours tendance à s'améliorer. Voilà. Donc ça, c'est des messages forts. Voilà. Alors chez les patients psychotiques, c'est plus délicat parce que les symptomatologies de sevrage, elle est encore plus sévère. C'est là où c'est plus sévère parce qu'ils sont très dépendants et parce qu'ils ont des syndromes de sevrage très, très sévères. Et donc, ça ne doit pas être confondu avec des signes de symptômes de décompensation psychotique et généralement sont atténués par les médicaments d'aide à l'arrêt du tabac. C'est même au point que dans les services d'urgence, psychiatriques ou généraux, pour des sujets qui viennent pour un premier épisode, pour une décompensation psychotique, quand on les patche systématiquement, eh bien, on s'aperçoit que ils sont beaucoup moins agités que les sujets qui ne reçoivent pas de patch, avec un traitement antipsychotique équivalent. Donc ça, c'est important. Donc, vous voyez, c'est important de proposer systématiquement les patchs dans les services d'urgence pour ces sujets-là. Et de toute façon, et également à tous les patients. Voilà. Et ces symptômes de sevrage sont tous atténués par les médicaments d'aide à l'arrêt du tabac. Et donc, chez les patients psychotiques, chez les patients souffrant de schizophrénie, eh bien, il n'y a pas de risque accru de décompensation psychotique, ni dépressive, ni suicidaire, ni violente à l'arrêt du tabac. Il n'y a pas d'aggravation de la symptomatologie psychiatrique après sevrage de tabac, ni à court terme, c'est-à-dire dans la semaine suivant le sevrage, ni à long terme après 6 mois de sevrage. Et leur survenue, ça peut arriver, mais si ça survient, donc c'est toujours possible, c'est indépendant du sevrage tabagique. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça suppose une prise en charge spécifique qui ne va pas être nécessairement tabacologique. Voilà. Alors, une méta-analyse Cochrane donc, a montré clairement que, même plusieurs, que la varenicline et le bupropion
pouvait être efficace dans l'aide au sevrage chez les patients schizophrènes, sans aggravation de la symptomatologie psychotique sur d'autres symptômes psychiatriques, et peuvent être associés d'ailleurs aux substituts nicotiniques. Et d'ailleurs, il y a un mouvement récent qui montre que, parce que les patients sont tellement dépendants que des fois, on est même obligé, enfin, ça peut avoir un intérêt, du moins, d'associer aux substituts nicotiniques la varénicline et éventuellement du bupropion. Et même si les sujets ne souhaitent pas arrêter le tabac, on peut leur proposer. Et dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les patients donc, qui reçoivent de la clozapine, de l'olanzapine, de la loperidol et de la chlorpromazine. C'est surtout vrai avec la clozapine. Parce que ceux qui sont sous clozapine, qui arrêtent de fumer, peuvent avoir une augmentation des taux plasmatiques de ces médicaments qui sont dégradés par il y a des interactions au niveau hépatique du cytochrome P450 1 à 2, et qui font qu'à l'arrêt du tabac, les taux plasmatiques de clozapine peuvent augmenter de 50%. Donc ça faut en tenir compte. C'est surtout vrai pour la clozapine, ça c'est un peu moins vrai pour les autres, l'olanzapine, la loperidol, la chlorpromazine, mais quand même. Donc il faut savoir que c'est important à prendre en compte et que ça peut être un levier motivationnel pour les patients. C'est-à-dire que les patients, d'un point de vue, ça peut être motivant pour un patient d'arrêter de fumer parce qu'ils vont recevoir moins de médicaments. Donc, ça peut être une motivation supplémentaire. Voilà, donc en conclusion, la fréquence du tabagisme elle est élevée chez les patients psychiatriques. Elle induit notamment des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et cancéreuses à l'origine d'une baisse de l'espérance de vie jusqu'à 25 ans. La symptomatologie de sevrage est plus sévère que chez les sujets sans pathologie psychiatrique, que l'Association européenne a recommandé le dépistage systématique du tabagisme, des propositions systématiques de prise en charge, des protocoles de délivrance des substances nicotiniques, d'autant plus que maintenant, tous les personnels non médicaux, donc y compris les sages-femmes, les infirmiers, tout le monde peut prescrire des substances nicotiniques et ils sont remboursés. Donc, c'est très utile, et d'autant plus que les traitements d'aide à l'arrêt du tabac ne provoquent pas d'exacerbation de troubles, de symptômes psychiatriques chez les patients psychiatriques, avec une petite exception, c'est le bupropion dans les troubles bipolaires. Mais tout le reste peut être utilisé sans aucun risque et sans aucune réserve. Voilà, j'ai terminé tout ce que je voulais vous dire. Alors, si on a un petit peu de temps là si vous avez des questions. Ah oui, la varénicline n'est plus disponible depuis 3 ans. J'espère, je dis ça en fait, oui, effectivement, j'espère toujours que ça va revenir. Oui, effectivement, la raison, c'est vrai. Parce que normalement, il y a une rupture de stock. On se demande bien pourquoi c'est toujours pas. Je le dis toujours, je parle toujours de la varénicline parce que j'espère toujours que ça va arriver, mais ça n'arrive toujours pas. Donc, on va espérer, quoi, ou alors il y a quelque chose qu'on ne sait pas, je ne sais pas. Alors, la citizine, oui, alors la citizine, c'est un médicament qui est utilisé dans les pays d'Europe de l'Est, qui est depuis un certain temps, qui aurait une efficacité assez importante, effectivement, qui sont sur les mêmes récepteurs. Oui, alors, je ne sais plus où ça en est de l'AMM, mais en tout cas, dans les revues internationales, maintenant, il est recommandé, effectivement. Tu as raison, Philippe, je vois que tu es invité. Alors, éventuellement, vous pouvez, je ne sais pas si on peut poser des questions par oral. Il y en a qui
Oui. Oui, bonjour. Bruno Bourg, je suis infirmier à Oxapa. Je fais donc des suivis addictos, notamment en tobacco. Et je me demandais, quand on dit souvent que le risque lié à la vape est bien moins important que celui lié à la cigarette, est-ce qu'on sait de quel risque il s'agit concernant la vape? Parce qu'on a des fois des questions comme ça, des doutes. Alors, oui, en fait, les risques à long terme, on ne les connaît pas trop bien. En fait, c'est surtout les risques à court terme. En fait, ce qui fait la dangerosité de la cigarette. Dans la cigarette, les trois composés les plus dangereux, c'est les goudrons, à cause de leurs effets carcinogènes, notamment, et leurs effets athérogènes sur le cardiovasculaire. Deuxièmement, c'est les effets, c'est le CO, c'est l'oxyde de carbone. Donc, le CO vient prendre la place de l'oxygène, puisque il y a plus de CO, de monoxyde de carbone dans le sang chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Puis le troisième toxique dans la cigarette, c'est la nicotine, à cause des propriétés addictives, mais aussi qui joue aussi sur le système cardiovasculaire. Quand les risques liés, en tout cas à court terme, de ce qu'on sait de la cigarette électronique, c'est qu'il y a on restreint, on n'a plus les dangers du monoxyde de carbone, et on n'a plus les dangers des goudrons. Enfin, tous les composés, je sais plus, il y a 2000 composés toxiques, hein, dans la combustion du tabac. Il y a essentiellement, dans la cigarette électronique, il y a la nicotine qui est addictive. Alors maintenant, donc il n'y a plus les autres. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est moins dangereux. Maintenant, on ne sait pas, il y a tous les composants physico-chimiques donc, de la cigarette électronique dont on ne connaît pas les effets à long terme, c'est-à-dire sur 20 ans, sur 30 ans. Parce qu'il a quand même fallu un certain temps pour qu'on décrive les effets aussi sur le tabac. Ce sera pareil pour la vape, hein. Donc, et c'est pour ça que dans le doute, on ne peut pas donner d'autorisation mise sur le marché. Même si on sait que maintenant, il y a plein de gens qui plaident sur l'efficacité de la vape pour le sevrage tabagique. C'est vrai, mais bon, il y a des arguments, il y a des études, mais pour autant, on n'a pas les arguments sur la tolérance, sur l'innocuité. Et ça, on ne le saura qu'au long cours. Est-ce que ma réponse est claire? Oui, je vois. En fait, l'idée, c'est plutôt, quand il s'agit de le présenter aux patients, c'est plutôt de dire tout ce qu'on sait qui est nocif dans la cigarette et qu'on n'aura pas dans la vape, sans pour autant s'engager par rapport à la vape et l'innocuité. Je vous remercie. L'expérimentation en cours en Espagne, je l'ai vu aussi, ça, pour la cystizine. Merci pour votre exposé, professeur Dervaux. Je trouvais ça très clair. Mais est-ce que des personnes ont des questions à poser? Il semblerait qu'on ait fait le tour. Et ben dans ce cas-là, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay sur notre site Moi sans tabac Grand Est. Je vous fournirai le lien dès lors qu'il sera sorti. Merci, professeur Dervaux, c'était très intéressant et c'était surtout très clair. D'accord, donc il y a un replay. J'ai compris qu'il y avait un replay, oui, c'est ça? Tout à fait. D'accord, et qui sera accessible à tout le monde, c'est ça? Oui, les vidéos seront sur YouTube, hein, classiquement, elles seront répertoriées sur le site YouTube et elles seront consultables du coup à tout moment pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister au webinaire. D'accord, ok. Merci. Merci de votre attention à tous. Merci à tous, passez une bonne journée.